Dans la parole. Merci Baba. Eh bien voilà, alors nous allons commencer, puisque nous sommes de vieux amis, nous nous connaissons assez bien. Mais j'ai quand même été chercher sur Internet ce qu'on racontait sur ton groupe. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai, mais on va voir. Et j'ai lu par exemple Stéphane, né en Inde, à Pondichéry en 1978, a été adopté et devient citoyen belge. Il reçut une éducation austère et néanmoins éclectique. Il eut de bons amis et partagea son temps entre les jeux et la lecture qui fut sa seule vraie compagne durant certaines soirées de privation. Tu peux développer, parce que là j'avoue que je suis déjà un petit peu perdue, je ne comprends pas. Oui, oui, non, c'est parce qu'en général je reconnais mes tournures de phrases et quand elle m'avait cité la phrase pendant la répétition, je me suis demandé où ce texte avait pu atterrir pour qu'elle le trouve. Et en fait, ça fait partie de mon dossier de presse en tant qu'auteur que j'ai écrit en 2006 ou 2007 et que je réactualise. Mais la chose, c'est que je réactualise la fin, je ne relis jamais le début. Et je ne fais que changer ce qui a changé. Donc forcément, le reste n'a pas changé, puisque effectivement tout est vrai. Bon, alors l'adoption, ça se voit. Austère, on va dire que, étant adopté et enfant unique, les parents ont été toujours un peu plus attentifs aux risques qu'en tant qu'enfant et adolescent, on n'avait pas forcément conscience, ou on considérait que le fait d'être bien encadré était une manière de protéger de tous les maux et de toute l'adversité qui pouvait arriver. Donc les exemples étaient assez nombreux, en tout cas, où ma liberté n'était pas la même que mes voisins belges nés sur le territoire et dans des familles normales, entre guillemets. Toi qui es d'une autre génération comme celle de mes parents, tu as aussi eu, je suppose, une éducation qui était beaucoup plus stricte à l'époque qu'aujourd'hui. Oui. C'est aussi une différence, je veux dire, chaque génération est plus libre, entre guillemets, que la précédente, avec des excès maintenant. Et le fait d'avoir, je sais aussi par expérience, puisque j'ai aussi été adoptée, que, les parents, est-ce que tu as l'impression que tes parents avaient une autre approche que les parents de tes copains? Mais déjà, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que, mes parents ma mère est luxembourgeoise, donc avec une éducation germanique, même si elle n'aime pas que je dise que ça fait quand même... c'est une influence allemande, même si elle n'est pas d'accord. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, ils sont nés pendant la guerre, donc forcément, il y a toujours des inquiétudes par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est vraiment la principale raison. Oui, d'accord, ok. Et donc, en fait, j'ai lu aussi, parce que bon, j'ai fait des fouilles, comme tu vois, qu'à 11 ans, tu t'es essayé à l'écriture en rédigeant les premières planches d'une bande dessinée, un premier récit et quelques poèmes. Mais c'est à 15 ans que tu prends vraiment conscience de ta capacité d'écrire. Alors, comment as-tu pris conscience de cette capacité? Y a-t-il eu un incident particulier, un phénomène déclencheur? Un phénomène déclencheur, oui, mais pas un incident. On va remonter à 11 ans. 11 ans, j'avais dans l'idée de faire une bande dessinée, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment nul en termes de dessin. Alors mes illustrateurs avec qui je travaille me disent « Eh oui, la technique ça s'apprend, et tu peux apprendre à dessiner. » Je dis « Oui, mais quand j'ai déjà du mal à tracer une ligne droite ou à écrire des lettres correctement dans mes cahiers d'écriture, voilà, le dessin en informatique peut-être, mais le dessin illustration, non. Il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que moi et beaucoup plus facilement, donc voilà. Maintenant, j'ai écrit un premier texte de quelques pages qui s'appelle « Une journée sans bruit », sans doute le rêve de beaucoup de gens qui vivent dans des grandes cités urbaines, très, très sporadique, 7-8 pages, et le premier poème, je pense, bien entendu, pour une charmante jeune fille blonde, qui bien sûr, voilà. J'ai toujours apprécié écrire de la poésie pour les femmes, et je pense que je n'ai jamais réussi à embrasser une femme grâce à un poème. Donc, en tout cas, chez moi, mes conquêtes ne sont pas dues à de la poésie. Et pardon ? Il y a une skise entre les deux. Oui, au moins elle m'aime pour moi et pas pour ce que je dis. Non. Le vrai déclencheur, on va dire, ça reste la poésie. C'était en 4e secondaire, je pense. On avait une prof de français qui, à l'époque, était chargée de lecture pour Gallimard.
Et voilà, elle était déjà très, très orientée littérature, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, elle est tombée malade pendant 6 mois, et on a eu une remplaçante, mais une jeune femme qui devait avoir 23-24 ans, et... pardon ? Ouais. Et elle était très gentille, mais surtout, elle nous a donné des exercices d'écriture. Et quand on se rend compte qu'on doit écrire un texte, qu'on a 50 minutes pour faire un texte de 2, 3, 4 pages comme on veut, que moi, au bout de 25 minutes, j'avais écrit mes 4 pages et que les autres étaient à peine à 4 ou 5 lignes, voilà, il y a déjà un petit décalage qui se montre, et voilà, maintenant, bon, je faisais partie des intellos, donc ça n'étonnait personne que Stéphane arrive à écrire aussi vite, puisque de toute façon, il va toujours très vite. Donc voilà, ça c'est la première. Puis la deuxième, c'est, cette année-là, j'ai voulu offrir des cadeaux aux jeunes filles de ma classe. On était quoi, 6 ou 7 garçons pour 17-18 filles. Et donc si je devais offrir effectivement un cadeau à chacune d'elles, n'ayant que 100 francs belges à l'époque d'argent de poche, j'allais vite me ruiner. Donc du coup, je leur ai proposé plutôt d'écrire un poème. Donc j'ai écrit un premier poème qui faisait 40 strophes, oui, j'exagère, de 4 vers. Hein, donc oui, plus ou moins. Enfin, quand on tourne les pages, ça fait plus ou moins 8 pages. Et manuscrites. Et j'en ai fait 2 d'affilée, puisque les 2 jeunes filles en question qui m'avaient invité à leur soirée d'anniversaire, c'était un fait exceptionnel d'ailleurs, avaient leur anniversaire à 2 jours d'intervalle. Donc j'en ai fait 2, elles ont adoré. Et puis systématiquement, c'était en octobre, les anniversaires de novembre, elles ont réclamé un poème. Et donc voilà, donc ça. Et la dernière chose, c'est en 6e secondaire. Il y a un fait que peu de gens savent, c'est que je ne sais pas nager, ça bien sûr, mais surtout que c'était parce que j'avais des problèmes aux oreilles. Mais du coup, je n'ai jamais mis les pieds, ni quoi que ce soit d'ailleurs, dans la piscine du collège. Mais du coup, le prof de dernière année, alors que tous les autres, pendant 5 ans, m'avaient entre guillemets foutu la paix par rapport aux activités physiques, natation, m'a demandé de faire un travail. Alors, la première fois, j'ai fait un travail sur le tennis, 3-4 pages, il a adoré, puis la deuxième fois, je lui ai dit, j'ai pas d'autre sport, voilà. Du coup, je lui ai dit, je vais vous écrire une histoire, et donc j'ai écrit une histoire de 7-8 pages, et voilà, ça s'est bien passé, mais le tout, voilà. Et peut-être le tout dernier truc, et on va en rester là après, c'est... J'ai été étudiant à l'université de Liège en droit et j'ai passé beaucoup de temps à étudier et encore plus de temps à écrire pendant les sessions d'examen. Ah d'accord. Donc ça voilà. s'est arrêté rapidement. Pas forcément les études, mais le fait que autant je pouvais arrêter la télévision et toutes les activités pour étudier, autant quand j'avais envie d'écrire, l'activité d'étude passait aussi en second. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Et donc tu as fait des études à Liège. J'ai fait des études supérieures à Liège. Et puis, dès 21 ans, j'ai commencé à travailler comme indépendant. Comme indépendant. Dans quel domaine? C'était la société familiale, et donc c'était dans tout ce qui était production industrielle, savon, additifs alimentaires, etc. Ah oui, d'accord. Rien à voir avec, bien la sûr, littérature. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Ni le droit. Ni le droit. Et j'ai un diplôme en électromécanique. Ah d'accord, oui, c'est aussi tout à fait littéraire, ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, tu te retrouves quand même à Bruxelles. Oui, mais avant ça, il y a eu Novelas. Ah, d'accord. Ok. Quand est-ce que tu t'es trouvé à Bruxelles? Alors, j'ai déménagé de Liège à Bruxelles en septembre 2007. Oui, donc Novelas, c'était avant, effectivement. 2007. Mais pour clore ce chapitre, donc tu passes de Liège à Bruxelles, est-ce que tu as senti vraiment une différence d'ambiance? Tu étais obligé Je suis liégeois et je sais que les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais j'adore ma ville. Et je pense, de manière tout à fait objective et neutre, en ayant vécu dans les 2 endroits, que Liège est une plus petite ville, qu'on traverse à pied en 1 heure, de pont à pont, 1h30, aller selon le rythme. On connaît tout le monde. Moi, je me souviens très bien que lorsque je quittais mon école, donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu après le pont d'Avroy, et la rue Saint-Gilles, pour aller jusqu'à la place Saint-Lambert, ce qui se fait en principe en un quart d'heure, je mettais 45 minutes parce que je disais bonjour à des gens que je connaissais quasi tous les jours. Donc voilà, donc c'est une autre ambiance. Ici, ça reste une ville internationale, même si c'est une petite capitale où effectivement on peut facilement connaître les gens du coin, mais c'est pas la même chose. En plus, c'est le centre, c'est pas Molenbeek, c'est pas Schaerbeek, c'est pas Anderlecht. Chaque commune de Bruxelles est un petit Liège, entre guillemets, mais
il y a un truc que je n'ai toujours pas accepté, bon, j'habite à Schumann, c'est peut-être pour ça, mais quand on me dit qu'un vendredi soir à 9 h, il n'y a pas de café pour me servir une bière ou un truc à boire ou même à grignoter, ou que le samedi, le dimanche, les cafés sont fermés ou les restaurants sont fermés, moi, un bon liégeois qui finit ma nuit à 8 h du matin, je ne comprends pas. Voilà. Dans une capitale européenne. Ah oui, tu n'es pas le seul. Voilà, maintenant, il y a des très beaux parcs. C'est pas le meilleur cas. C'est pas le cas. Et une chose... Tout à fait, très chouette endroit. Mais la seule chose que je regrette peut-être à Bruxelles, indépendamment des problèmes liés au fait d'être dans une ville urbaine, c'est quand je compare des villes comme Namur ou d'autres grandes capitales, Londres, Paris, à Liège il y a la Meuse, et quand je fais des photos de la Meuse, voilà, à Bruxelles il y a le canal. Je suis désolé, tous les efforts qui sont mis, ça reste, on saute à pieds joints, on a traversé presque. Oui, oui, c'est pas voilà, la même chose. La poésie. Oui, oui, tout à fait que, bon, la poésie du canal, oui, bon, c'est vrai. Ah, on pourrait. Il y a le café liégeois, hein. Tu me mets au défi, là. Et ça, moi je le relève, pas de problème. Et le café liégeois, j'en ai cherché avec une bande de théâtreux, une nuit, on n'en a pas trouvé un seul. On demandait un café liégeois. Ah non, on n'a pas. Il n'y a pas de liégeois, enfin la boisson liégeois, il y en a qu'à Liège aussi. Hein. Donc, moi, dès qu'on est à Liège, terrasse, je sors de la gare, liégeois. Mais donc, on est en 2007, mais donc on revient un petit peu en arrière en 2005, où tu crées Novelas. Et là encore, je suis évidemment allé fouiller dans les archives, c'est-à-dire sur Internet. Et ils mettent Novelas, c'est une association faisant la promotion des artistes et de la langue française. Elle dispose de son service éditorial proposant des collections très variées, faisant la part belle aux auteurs et aux illustrateurs. Bon. Alors, c'est dans un dossier de presse, ça c'est pas possible. C'est obligatoirement fait pour la promotion d'un livre. Je pense aussi, mais donc, normal. Parle-nous un peu maintenant sincèrement de Novelas, hein, sans gros coups bruxellois. C'est pas gros coup, hein. La première phrase Elle est juste. Non, c'est pas qu'elle est juste, c'est qu'elle est inscrite dans les statuts. Tout à fait. Donc, parle-nous un peu de cette création, tu crées Novelas, qu'est-ce que c'est, pourquoi une ASBL, etc. Pour parler de Novelas, il faut revenir un an en avant, c'est-à-dire au moment où j'ai sorti mon premier recueil de nouvelles qui s'appelle Novelas, et donc qui est un recueil auto-édité. J'ai commencé, comme beaucoup, je pense, en auto-édition, et je reviens encore avant en rappelant qu'en 2003-2004, le numérique n'était pas encore tout à fait au point et on imprimait encore en offset. Donc tous les prix et toutes les démarches étaient beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut, plus ou moins tout le monde, peut le matin se décider, tiens, je vais faire un livre, j'ai un peu de connaissances en informatique, je transforme dans le fichier adéquat, je l'envoie à un système qui existe, et le livre est fait quasi dans la journée. Au Salon de Paris, il y a quelques années, on pouvait même, pour la fabrication, on appuyait sur le bouton, et 2 heures après, on avait son livre en main. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, pour donner un cadre juridique et pour participer à la foire du livre, en tant qu'auteur, Stéphane Van Poevel, ça fait pas très accrocheur, mais un stand au nom de Novelas, c'était quand même plus beau. Donc voilà, Novelas est devenu d'abord un stand, puis une ASBL pour donner un cadre juridique, et pour permettre, la toute première vocation aussi, c'était pour permettre à des auteurs qui étaient en mal d'éditeurs ou qui avaient perdu leurs éditeurs, de pouvoir continuer à vendre leurs livres dont ils avaient récupéré les droits. Je cite Jack Goyens, Isabelle Bileski fait aussi partie des auteurs de la toute première génération, en tout cas en tant qu'édition. Donc voilà. Les premières années, c'était ça, c'est exister, survivre. Et en 2010, donc là, on est arrivé à l'étape vraiment service éditorial, c'est-à-dire que la plupart des gens avec qui je travaillais, ou que je fréquentais dans les salons, m'ont dit « Mais Stéphane, pourquoi tu ne fais pas de l'édition pour nous ?» Donc j'ai regardé la loi, j'ai feuilleté un peu tout, et j'ai vu que l'ASBL avait le droit d'avoir un numéro d'éditeur et de devenir éditeur, avec quelques guillemets. Puisqu'on est une ASBL, on garde toujours le côté sans but lucratif, donc édition, c'est un peu différent. Et donc on a vers un service éditorial. Eh bien voilà. Tu as répondu à ma question, mais effectivement, tu as publié de nombreux auteurs depuis lors, dont effectivement sont présents ici Dominique Aguessi, oui pardon, Isabelle Bileski, il y a eu aussi, oui moi, enfin, accessoirement, oui, Michel Cornelis, Gaëtan Fosser et d'autres. Et comment sélectionnes-tu les auteurs et les œuvres présentées qu'on te présente? Alors il y a, on va dire, 3 grands axes. Le premier, c'est moi, c'est fait. Deuxième axe, c'est les collectifs. Et le troisième, ce sont les auteurs dits individuels. Donc les démarches sont différentes.
Je suis aussi rigoureux avec moi qu'avec les autres, il n'y a pas de souci. Et en gros, je n'édite même pas un tiers de la production de ce que je peux écrire. Donc au moins les choses sont honnêtes vis-à-vis de ça. Un auteur classique, on va dire, a un manuscrit, il l'envoie, on le lit, plus ou moins vite selon le temps disponible, et je réponds. En général, quand j'accuse réception, que je dis que je vais lire, je le lis, je précise que ça peut prendre du temps, et je donne un retour, positif, négatif, mais toujours expliqué. Je veux dire, si vous prenez le temps de m'envoyer un truc que je prends le temps de lire, c'est pas vous dire non, adieu, c'est voilà, c'est pas bon parce que soit c'est pas du tout dans nos projets, soit parce qu'il y a des choses à retravailler, et à ce moment-là, je propose éventuellement de retravailler. Et si tout va bien, que le contrat est accepté, que tout le monde est d'accord, qu'on s'entend bien, parce que je précise que je suis bénévole, ça veut dire que si le livre est d'une excellente qualité, que l'auteur est génial au niveau de l'écriture, mais qu'on va se prendre la tête à tout bout de champ, ça sert à rien pour moi. Ça va l'emmerder lui, et ça va m'embêter moi, parce que je vais avoir à réfléchir, à travailler pour voir comment je vais le mettre en avant, en sachant que il va critiquer peut-être chaque proposition. Donc voilà. Donc il faut, c'est avant tout une rencontre de personnes, de personnalités, avant de travailler. Il y a une chose qu'on peut améliorer au niveau de l'écriture. C'est pas l'imagination, mais la technique. C'est la seule chose qu'on peut améliorer. C'est la technique d'écriture et la manière dont le livre va être présenté. Et ça, on peut le faire ensemble. Mais si on ne s'entend pas, voilà, je suis désolé, ça ne marche pas. Et le troisième volet, donc ça c'est vraiment les collectifs. Donc là, c'est une démarche inverse. C'est moi qui, enfin moi en tant que président, propose chaque année un type de projet. Alors ça peut être des nouvelles, de la poésie. Cette année, ce sera pour le mois de juin, c'est un recueil de contes illustrés. Donc un des objectifs, c'est aussi de mettre en avant les illustrateurs. Alors je vais quand même montrer la dernière couverture. Elle s'appelle Mélissa Leplus. Donc c'est une jeune fille que je n'ai jamais vue. Elle habite en France, mais elle fait un très beau travail. Et donc l'idéal est vraiment de mettre en avant nos illustrateurs. Dans celui-ci, qui est un collectif de poésie, il y a chaque poème est illustré. Donc là, je montre pour la caméra et pour vous. Donc là, et on peut tourner les pages. Donc plus ou moins chaque poème a son illustration. Et donc voilà, et là, il y a des critères très très définis par rapport à chaque livre. Il y a un règlement qui équivaut au contrat, qui fait 3-4 pages, qui vous explique comment on procède, quelle sera la manière dont c'est diffusé, quels sont les critères d'écriture, la mise en page, le nombre de pages. C'est très rigoureux. Tu as déjà vu, Isabelle aussi, tout le monde, enfin les membres de la SBL ont tous déjà vu au moins passer le système. Et donc voilà, ce sont les 3 grands axes pour être édités chez nous. Oui, tout à fait. Mais effectivement, j'en ai fait l'expérience puisque tu m'as déjà invité. Oui. Et je dois dire que, bon, moi, j'ai eu de très bons contacts avec mon éditeur, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, d'après les échos que j'ai entendus. Hein, donc, ça se passe bien. Et donc, le rapport est à la fois professionnel et amical, quelque part. Je pars du principe qu'on fait... Quand on fait mieux son travail, quand on est en souriant, de bonne humeur, hein, quand il fait beau, les gens sont plus sympas que quand il pleut. Donc oui, c'est une dynamique asiatique et japonaise où le bien-être au travail se ressent sur la qualité du travail. Effectivement. Mais donc tu as dit que tu avais commencé à écrire vers 11 ans, puis plutôt vers 15 ans. On va dire 15 ans. Oui. Et donc tu écris de la poésie et tu as participé à des collectifs où tu en as publié. Et quelle est la place de la poésie dans ta vie et après dans la SBL? Alors, c'est une longue question. Non, je vais pas dire. Non, c'est facile pour moi. La poésie a toujours occupé entre 80 et 90% de mes activités littéraires. Donc voilà, et en sachant que mes activités littéraires font aussi entre 80 et 90% de mes activités habituelles. Donc c'est une très grande place. Tant parce que c'est une forme littéraire qui permet d'écrire assez vite, soit en respectant une structure, soit sans structure. Je ne rentrerai pas dans ce débat aujourd'hui, mais en peu de mots, on peut exprimer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et à l'époque où j'ai vraiment explosé, entre guillemets, en poésie, c'était déjà sur Internet où on avait des amis en chat, où de temps en temps on se faisait des petits deals, des petits jeux, où on était, tiens, ok, moi je fais un 4-1, tu me réponds en 4-1 ou en duo. Et donc chaque fois on se faisait des textes, des conversations presque, poétiques, et j'en ai gardé certaines qui étaient publiées sur le site internet de l'époque, qui je pense sont toujours accessibles. Mais donc c'est vraiment une conversation, comme pouvait le faire le théâtre du 15e, 16e siècle, en vers
Ou en tout cas en rime, à défaut d'être parfaitement en vers. En vers et contre tous, surtout. Et à l'époque, donc mon surnom c'était Esteban, que je raccourcissais en ST, et quand on passait en mode poésie, je changeais Esteban en ST Poète, qui est d'ailleurs toujours d'actualité. L'adresse mail privée et professionnelle, c'est ST Poète. ST Poète, oui, tout à fait. Et donc, en fait, tu as écrit quand même beaucoup de livres, de poésie. Je vois L'amour en rafale, Affabulation et tribulation poétique, Ouais. Minute poème, Plaisir de poète, Les tribulations poétiques, et là, il y en a eu plusieurs apparemment. C'est ça. Première, deuxième, Il y en troisième. a 4. Il y en Ils a sont 4 quatre, pour le hein. moment. Oui, tout à fait. Et justement, donc, il y a eu aussi les poèmes pour nos lendemains. Oui. Est-ce que tu peux un peu parler de ce collectif Alors, je vais parler des deux en parallèle, et lire un texte éventuellement? si tu veux. Alors, Il y a- Non, Dans- mais c'est parce que tu n'as pas pris ta guitare, alors donc... un petit interlude musical. Donc, les collectifs, par principe, en général, on touche aussi des droits d'auteur, puisque tout travail mérite salaire, sauf dans le cas très précis de la poésie, où je me vois mal donner 15 centimes par poème à chaque auteur. Alors du coup, en cas de collectif de ce genre, c'est une association qui touche les droits d'auteur. On donne 25%, voilà, les auteurs renoncent à leurs droits, ils reçoivent un exemplaire du livre, plus s'ils en veulent plus, et 25% à une association qui fait soit du parrainage pour des enfants, soit on a donc le livre Il était une fois la saveur des Belges et Oui, au service des enfants du Omrena Street. Celui-ci est pour une association qui s'appelle Beaucoup, qui fait de la promotion de l'écrit et de l'écriture en Afrique. Et celui-ci, Poème pour nos lendemains, c'est pour les enfants parrainés, alors essentiellement en Inde, puisque à la base c'était une association qui faisait plutôt l'Inde, et ils ont diversifié. Donc il y a un deuxième pays, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, Très bien. je te laisse lire ou tu veux que je lise Non, ou- je préfère que tu lises. Je regarde Ah, je prends trois. je Non, sais je pas, l'ai, par exemple. C'est un des miens. Ben oui, c'est Ok. toi qui es présenté. Non, mais on ne sait jamais, hein, c'est un collectif, donc moi je... Oui, donc, c'est Poème pour nos lendemains, page 33, Ces minutes assises. Ces minutes assises depuis l'éternité ont coulé tout le long de tes joues endeuillées. Larmes du soleil couchant, l'une si fatiguée, le sourire vint aux cieux, pareil au nouveau-né. Parce que l'espoir n'avait pourtant pas oublié les parents et leurs enfants parfois malmenés, qui, réfugiés dans des ghettos ou des caveaux, sans cesse remontaient à la surface de l'eau. L'amour et la mort, la perte et le réconfort, avec refrain, étaient notre pain quotidien. Nous repeignions le monde du sang de nos torts, nous massacrions jusqu'au tout dernier des siens. Mais au milieu des guerres poussaient encore des fleurs. La couleur de l'espérance guiderait nos cœurs pour que l'altérité devienne humanité, afin que les minutes puissent se relever. Avions-nous quelconque trace de ce grand bonheur? Je souhaite qu'au fil des ans elles vous parviennent, et que de passion, espoir, tendresse et chaleur, à jamais d'absence, funeste jour ne devienne. Voilà. Et en fait, ce sont des vers rimés. Oui, alors ça c'est en alexandrin, celui-là, je pense. Oui, mais je me souviens parce que tu nous avais demandé d'envoyer des textes en vers rimés. Ça avait posé parfois certains petits problèmes, puisqu'on n'était pas toujours d'accord sur le nombre de pieds. Oui. Mais donc, ça veut dire que tu accordes quand même une grande importance à la forme. Et qu'est-ce que tu dirais du... Bon, est-ce que tu préfères les vers libres, les vers rimés? Parle-nous un peu de ce que tu as... Au secours. Au secours. Alors. Si. Il faut le dire avant. Ah, tu nous as eu avec tes vers rimés, alors, hein? Alors j'ai écrit ce qui s'appelle Plaisir de poète, qui est un essai, une anthologie poétique qui date de au moins 2006-2007. Je ne sais plus la date exacte, je vais vérifier. 2010 même. Et en fait, c'est un traité où justement je réponds à cette question, mais où j'apprends aussi les bases de la versification, ce qu'est une rime, comment on rime, la richesse de la rime. Il y a, je pense, au moins 4 pages sur les types de rimes, donc rime couronnée, impériale, etc. Voilà. Donc ce sont des techniques. Alors, il y a une règle fondamentale, c'est que quand ce sont des collectifs, je fais des règles. J'impose des règles pour une question tout simple, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors, ceux qui savent déjà, entre guillemets, rimer ou écrivent déjà avec une certaine facilité, pas de problème. Et j'aide toujours ceux qui n'y arrivent pas, je corrige. On passe des heures parfois à recorriger, parce qu'il y a des règles de métrique. C'est pas moi qui les ai fixées, ce sont des règles que Mallarmé, Baudelaire, Verlaine ont utilisées, améliorées, refusées, etc. Donc, elles existent. Alors, au niveau du débat, de la querelle des anciens et modernes en poésie,
il y a, selon moi, deux façons de voir les choses. Soit on privilégie l'émotion, c'est-à-dire le message, et dans ce cas-là, peu importe la forme, soit on veut faire ce que moi j'appelle de la poésie, c'est-à-dire de la versification, et on suit les règles de la versification. Maintenant, je l'ai dit, dans les collectifs, je demande de la versification, ça ne m'empêche pas d'éditer des auteurs qui ne font pas de rimes. Mais j'aime bien quand il y a des rimes, c'est le minimum. Mais après, ce que moi j'invite à faire, c'est vraiment essayer de créer des structures. Dans ce recueil-là, il y a aussi une cinquantaine de formes poétiques classiques. Donc, je vais vous en citer. Allez, la sextile, le rondel, le quadrille, les fables, le fabio, le sonnet, l'épître, etc. Et vous avez également des formes libres. Mais quand je dis libre, ça veut dire des structures que l'individu a recréées. Et l'une de ces structures, là j'en profite, c'est le minute poème. Isabelle Bielski, ici présente, a recréé une forme de structure avec ses petits choux. Et c'est la seule chose que je demande. C'est pas uniquement de laisser ses émotions transparaître. Voilà, je veux dire, tous les textes littéraires, qu'ils soient en prose ou en poésie découpée, vers libre, machin, bidule, peu importe le nom, c'est de l'émotion. Mais la structure, c'est la structure. Et si on peut mélanger les deux, c'est encore mieux. Je peux poser une question. Donc moi, je suis musicien aussi. Et donc, dans la musique, il y a déjà toutes sortes de musique. Le jazz, il a sa façon de dire. Hein? Donc il a aussi sa rythmique, mais qui n'est peut-être pas perceptible par quelqu'un qui est habitué au folk, etc. Donc, je veux dire, il y a toutes ces richesses, ne fût-ce que si on prend les grandes catégories de musique, qui fait que cette rythmique, elle est aussi dans la poésie. Tout à fait. Et que moi, je suis, par exemple, très fort dans la rythmique, et donc pour moi, le fait d'être toujours sur le même tempo, la même barrière, ça n'est pas toujours pour moi la seule solution. Quoi. On est bien d'accord. J'aime bien que, justement, il y ait l'échappée, le moment de free. J'ai de nombreux poèmes, enfin pas tant que ça, mais j'ai quelques poèmes où il n'y a aucune rime et c'est de la pure émotion. De nouveau, le débat ne doit pas se cristalliser sur la forme ou pas. C'est juste que si vous dites que vous avez un message à faire passer, une émotion, et que vous le faites avec un beau texte, bah, le texte il est beau. Voilà. Après, si vous voulez dire que c'est de la poésie, bah, alors il faut y mettre la forme, c'est tout. Vous ne vendez pas une Fiat au prix d'une Ferrari, c'est une voiture. Alors vous appelez ça comment? Si c'est pas de la poésie à ce moment-là. Alors, le terme officiel existant, bon alors, le terme de vers libre a été autorisé par certains auteurs du XIXe siècle, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que l'on appelle communément de la prose découpée. C'est-à-dire, il y a un exemple, je vais vous le lire. Je peux vous un exemple? Oui, je t'en prie. J'ai pris un exemple tout fait, si je le retrouve. En gros, pendant que je cherche, voilà. Voilà, c'est une versification libre sans rime. Donc c'est pour moi c'était 3 tercets. Je me souviens des regrets, de cette espérance insoumise, de ce que le hasard tentait de m'expliquer. Je me souviens que tu pleurais quand je prononçais ces mots, que tu n'as jamais oublié. Mais sache que moi non plus, je n'oublierai jamais cet élan, cet espoir, je reviendrai pour te revoir. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un poème, donc 3 strophes, de 3 vers, il n'y a pas de rime, mais voilà. Et en réalité, il y a un rythme, etc. Mais en réalité, ce n'est qu'un texte en prose qui a été coupé à certains endroits. Puisque si je le lis sans respecter la structure, c'est « Je me souviens des regrets de cette espérance insoumise, de ce que le hasard tentait de m'expliquer. Je me souviens que tu pleurais quand je prononçais ces mots que tu n'as jamais oubliés. Mais sache que moi non plus, je n'oublierai jamais cet élan, cet espoir. Je reviendrai pour te revoir. » C'est exactement le même texte. La seule chose, c'est la mise en page qui change. Et donc ça, il y a de très beaux textes, très belles émotions, mais c'est de la prose découpée. Mais on ne fait pas ça. On n'édite pas de... On ne parle pas de la prose. Non, personne... Voilà, on ne va pas dire « Ah, tiens, j'ai un truc de poésie. Hein ». Oui, mais c'est parce que c'est plus vendeur de dire que vous écrivez de la poésie que de dire que vous faites de la prose découpée. On va de toute façon, on a encore le temps. Ça, on en parlera après. Il n'y a pas de souci. J'ai dit que je ne rentrerai pas dans ce débat. Je sais bien que c'est l'heure est pour toi. Non, mais de toute façon, on peut discuter encore de ce problème. On peut en discuter. C'est la question des querelles et des anciens a duré 300 ans. Donc, j'imagine que ce débat ainsi que... Moi, à la limite, je parle de création, même pas de querelle, d'aller au-delà de certaines règles. C'est le terme générique. C'est le terme générique qu'on a appelé comme ça. Voilà. Et donc, tu as publié dernièrement les 4e variations poétiques. C'est ça.
Tu peux un peu nous parler de la genèse de ce recueil? Alors, le tout premier recueil de poèmes que j'écris était justement pour la jeune fille pour laquelle, entre autres, j'ai déménagé de Liège à Bruxelles. Et je lui avais fait un poème, enfin j'avais écrit beaucoup de poèmes, ce qui correspondait à 52 poèmes, donc un poème par semaine. Et elle a fait la couverture avec des orchidées, et le livre s'est vendu très très facilement. Je pense même que si j'en ai vendu 25 ou 30 au premier salon du livre où il était, voilà, et c'est de la poésie, donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui ont été touchés, soit par mes lectures, soit par la couverture, soit par le contexte, peu importe, mais voilà. Et donc ça m'a quand même incité à me dire, bon, bah, contrairement à ce que l'on dit, il y a encore des gens qui aiment la poésie, et je parle d'il y a plus de 10 ans, et donc ça vaut la peine de continuer. Et donc j'ai continué à écrire des poèmes de mon côté, et à un moment donné, je me dis, bon, bah oui, là ça en fait 500, il est peut-être temps d'en faire quelque chose. Et donc voilà, donc j'ai fait le premier, qui était Affabulation et Tribulation poétique, dont la première partie était des fables que j'avais écrites dans les années, fin des années 90, un peu un hommage à Jean de La Fontaine. Ah ben oui. Et donc voilà, et donc périodiquement, tous les 3, 4, 5 ans, je sors un recueil avec les poèmes que j'ai écrits, soit dans la période, parce que depuis un certain temps, depuis quelques années, on me demande de plus en plus des textes pour des revues, pour des recueils, pour des choses, pour des occasions particulières. Je me souviens qu'à l'époque, on me demandait souvent des poèmes, bon c'est un peu triste, mais pour des enterrements ou des choses comme ça. Et donc, j'avais des poèmes à la commande, et donc voilà, au fur et à mesure. Et comme je sais que c'est un sujet qu'on va aborder, il y a beaucoup, beaucoup de poèmes pour les femmes. Ah ben oui, justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, figure-toi, en lisant ton texte, tu écris. Tu commences d'ailleurs tout au début par écrire comme si au nom d'une femme, d'une certaine Émilie. Et tu écris, elle qui écrit à un certain Onisama qui est grand frère, c'est ça? C'est ça. En japonais ou je ne sais pas? C'est ça. Oui, je suppose. Oui. Oui. D'accord, non, attention, Isabelle est là. Onisama, c'est le titre de la série, c'est un dessin animé en fait. En français, c'est Très cher frère. Très cher frère, voilà. Eh bien, si tu nous lisais ce qu'elle écrit à Onisama, cette Émilie, page 8. Oui. Pas trop vite. Non, non, mais c'est surtout pas trop faible. J'ai toujours tendance à baisser la voix quand je lis de la poésie, donc là je fais un effort. Je comprends à présent tes interrogations, tes lettres que je lisais avec dévotion. Je comprends à présent tes espoirs, ce que nous partagions chaque soir. Je comprends que les rêves ont failli jaillir dans nos cœurs des étincelles, parce qu'à chaque fois que tu me voyais faillir, tu me secourais de plus belle. Je comprends à présent le tourment de nos émotions, car elles étaient vivantes et enivrante, passionnées. J'avais peur d'y succomber, de comprendre leur portée. J'avais peur de les voir changer notre relation. Tes mots ont toujours eu pour moi une telle douceur. Je me sentais porté au nu, adoré et respecté. J'avais peur de perdre ma frêle blancheur sous le regard de tous ces yeux affectés et courroucés. Je comprends cet amour qui nous unit et qu'il ne nous est pas interdit. Mais si demain tu n'étais plus là comme autrefois, que deviendrais-je sans toi? Pardonne-moi, Onisama. C'est un beau poème, mais je vois que page 12, tu écris aussi, je crois, pour une femme, non? Alors, le Onisama c'est écrit par une femme, et en général, tous les poèmes sont écrits pour une femme. Et donc, justement, si tu nous lisais page 12. Page 12, oh. Je fais le vœu. Ah, c'est aussi dans les Code 10, ça. Oui. Je fais le vœu que tu n'aies jamais froid, que tu ne sentes jamais la tristesse, que tu puisses grandir en étant ce que tu veux. Je fais le vœu que tu sois digne de foi, que tu ne sois jamais dans la détresse, que tu puisses t'épanouir où tu le veux. Je fais le vœu que ton ciel soit toujours fait d'amabilité, que tes larmes coulent éphémères, que tu puisses aimer et être aimé. Je fais le vœu que la nature t'apporte sa tranquillité, que tes aventures ne soient meurtrières, que tu puisses vivre en toute liberté, et surtout je fais le vœu de le réaliser pour toi. C'est très joli. Alors je précise quand même que les quatre livres donc, autour de cette poésie sont divisés en différentes parties thématiques ou autres, et cette première partie est consacrée aux dessins animés japonais en général, qui ont marqué mon enfance ou qui ont une incidence par rapport à ma carrière, soit d'écrivain, soit de poète, soit tout simplement d'homme. Et donc c'est un hommage. Il y a un hommage à Lady Oscar aussi,
Donc Code Geass, c'est au dernier épisode, on découvre le terme que Geass signifie le vœu. C'est un vœu, donc quelque chose qu'on ne peut pas réaliser soi-même et que quelqu'un d'autre doit faire. Donc voilà, et donc je voulais rendre hommage à 3-4 dessins animés. D'accord, et dis-nous un peu la page 21. Parce que j'ai des choses à dire sur la page 21. Oula. Alors, c'est quoi? Ah, le chandail. Ah, oui. Le chandail. Donc, sa main était douce et fiévreuse. La chaleur de son ardeur enflammait les pensées, devenait sulfureuse et créait de plus en plus d'attrait. Pourquoi était-elle si belle? Pourquoi voulait-on la posséder? Elle ne portait nulle dentelle, ni même bijoux ou collier. Ses bras étaient cachés, ses seins protégés, par des amas de laine que l'on enlevait avec peine. Mais sous cette protection, nul autre habit de dissuasion. Sous son pull de cachemire, elle était mue de désir. Elle laissait les jambes galbées, on découvrait une chaleur. Ou était-ce de la tiédeur qui nous laissait bouche bée? Pourquoi l'enlever, quand on peut s'y faufiler, caresser ce corps avide, et aimer en être cupide? Bon, désolé, j'ai baissé le ton, mais oui, c'est automatique. C'était la passion. C'est automatique, je suis désolé. Oui, et bien justement, la passion, je suis en train de me dire en lisant ce livre que non seulement la femme a beaucoup de place et dans ta vie et dans ce que tu écris, mais avoue que c'est quand même un peu érotique ce poème. Bah, en fait... Et donc, quelle est la place de l'érotisme dans ta vie et dans l'écriture? Alors, si tu peux faire un joker. Hein, non, il n'y a pas de problème. Si je compte le nombre de poèmes érotiques qui existent publiés, ils doivent être au nombre de 5 sur la totalité, donc c'est pas énorme. Après, il y a toujours des poèmes plus subtils, donc celui-là, il y en a un autre où c'est un arbre et sa sève. Donc voilà, c'est très métaphorisé. Il y en a 2 autres qui sont vraiment très crus. C'est textuellement, à la fin, c'est Baison sans détour. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Au niveau de l'érotisme, Isabelle Bileski et d'autres personnes de l'époque savent que notre premier recueil était un recueil de nouvelles érotiques dont j'ai écrit 2 nouvelles. Donc voilà, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je pense honnêtement que j'écris de tout, ça peut être du théâtre, de la poésie, de sketchs, de nouvelles policières fantastiques, érotiques. Voilà, pour moi, ça fait partie des activités littéraires comme toutes les autres, ni plus ni moins, avec un public peut-être plus averti. Oui, bien sûr. Et quand même, pour revenir donc au chandail, donc il fait partie de 6 poèmes pour Andrea, qui est une des illustratrices, qui a participé à certains recueils, dont celui-ci, et elle m'avait laissé carte blanche pour ses dessins. Et du coup, j'ai vu un dessin avec justement une jeune fille en chandail. Et je trouvais très intéressant, mais je ne pouvais pas le prendre puisque j'avais déjà sélectionné quelque chose. Mais je lui ai dit, écoute, tes dessins sont chouettes, je vais quand même écrire un ou l'autre poème dessus. Et voilà, il y a un moment donné aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec les gens, c'est des petits défis. Donc un défi sur le canal de Bruxelles, pour moi ça m'interpelle, il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, ce que je fais, c'est que je demande 4 mots à des gens là où je suis, et j'écris un poème avec ces 4 mots. Une des plus belles expériences que j'ai pu avoir, c'était en revenant de Paris, soit dans le salon ou d'une présentation, et j'étais dans un car avec toute une classe de lycéens, donc ils étaient en 5e ou terminale, enfin l'équivalent belge chez nous, hein, donc, voilà, de dernière année plus ou moins. Ils allaient en Allemagne, et donc j'ai commencé à discuter, j'avais quelques exemplaires de poèmes, et on a commencé à écrire de la poésie dans le car, avec des mots, et on s'est lancé des défis. Et franchement, c'était vraiment très très chouette. J'ai malheureusement, je pense pas garder beaucoup de poèmes de cette expérience-là, mais ça fait partie des choses que moi j'aime pouvoir faire, c'est être mis au défi et donner aux gens la possibilité de s'essayer. Je vais citer ici Ludovic Mess qui écrit des contes et des romans, qui n'avait jamais fait de poésie et qui m'a dit je veux participer au collectif de poèmes. Je dis voilà les contraintes. Commence et on a vraiment travaillé. Il m'a donné une première proposition, je lui ai dit voilà, il faut corriger ça, améliorer ça, et donc petit à petit il s'y est mis, il a fait 3, 4, 5, 6 poèmes et maintenant voilà, il aime ça. Il est lancé. Et c'était un de mes objectifs aussi sur internet. À un moment donné on avait vraiment un club d'amis de la poésie et il y avait une jeune fille de 15 ans, j'en avais peut-être déjà 25, et elle me dit oui, moi j'aime bien tes poèmes, je voudrais écrire aussi. Donc voilà, si la poésie est la porte d'entrée vers l'écriture, fonçons. Ben oui, tout à fait. Et donc, avant de lire encore quelques-uns de tes textes, oui. Parle-nous un peu de tes projets, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Dormir. Non, non. Si, si. Littérairement, pardon. Bah, c'est dormir, c'est travailler pour moi. Non, je dis dormir en rigolant, mais c'est vrai parce que bah, j'ai beaucoup d'activités et bah, tous les auteurs qui essayent de faire la promotion d'un livre récemment sorti, ben voilà, ils le savent. Mais les rêves font partie d'une de mes sources d'inspiration. Donc quand je dis dormir, ben, c'est parce qu'effectivement il y a certains textes que j'écris dont j'ai besoin d'avoir une suite scénaristique. Et bien, quand je dors, je fais de beaux rêves et donc j'utilise ces rêves. Le chant sage. Ah ouais. D'ailleurs, le Mystica, donc ma quadrilogie mythologique, une grande partie des personnages, en tout cas dans leur structure, viennent de ces rêves, de ces mises en images. Donc, sinon, dans l'actualité réelle prochaine, bah, il y a le festival du livre de Charleroi 5 et 6 mai. Donc là, c'est un week-end novellas en tant qu'éditeur et auteur. Je vais avoir un autre livre qui va sortir qui s'appelle Le Conte des fleurs. Le conte, la personne, et qui est rempli de contes et textes. Donc c'est un roman entre guillemets illustré dans lequel j'ai mélangé des petits contes. L'héroïne s'appelle aussi Émilie par hasard. Comme par hasard, oui. Non, c'est un hasard là vraiment. Et voilà, donc ça. Puis ben j'ai un 4e livre philosophique qui est en cours d'écriture. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de faire maintenant, que je vais essayer de terminer en avril ou fin mai. Parce qu'après, ben, j'aurai de nouveau d'autres projets. Donc le temps d'écriture, pour moi, est assez... concentré. Ben, c'est même pas concentré. En fait, je peux écrire tous les jours pendant 10 minutes, de 10 minutes à 1 heure, mais être dans un état d'esprit d'écriture, c'est-à-dire 24 heures sur 24, dormir, manger, travailler, écrire, en étant autour de l'écriture, ben, il n'y a vraiment que entre la foire du livre de Paris à l'époque, quand je la faisais, donc fin mars, jusque... les vacances de Pâques et après. Donc c'est vraiment un mois où si vous me téléphonez, vous avez 99% de chance de m'interrompre pendant que j'écris. Vous n'allez pas me déranger parce que c'est pas dramatique, mais voilà. D'accord. Et bon, ben écoute, oui, tu as parlé de tes Mystica là. Oui. Tu vas nous lire tout à l'heure un poème. Oui. Tu peux déjà un peu Je vais expliquer. Oui, alors, donc, avant ça, je vais vous lire un mini-poème. Je vais vous montrer, je vais lire dans l'autre. Donc le mini-poème, c'est une des formes poétiques que j'ai, avec beaucoup de guillemets, inventées, et dont certains sont... Enfin, ce n'est pas les poèmes qui sont illustrés, mais il y a un certain nombre d'illustrations en couleur de fleurs. Ah, pardon. Merci. Voilà. Et donc, le principe des mini-poèmes, c'est un court texte qui doit être lu en 1 minute. Alors le problème, c'est qu'il est très court. Donc c'est techniquement très difficile de le lire en 1 minute, parce qu'en 15-20 secondes, vous l'avez lu. Donc le but, c'est vraiment de trouver son rythme, de trouver son souffle, et il n'y a pas de ponctuation, c'est-à-dire que vous êtes obligé de choisir où vous allez arrêter la phrase. Mais en fonction de la ligne où vous arrêtez, vous changez le contexte. Et donc vous pouvez réinventer, entre guillemets, réinventer le poème à chaque fois. Alors, je vais essayer d'en prendre un. Voilà. Et donc chaque poème est construit de la même manière. Il commence toujours par un mot, une phrase, une sensation. Alors l'idéal, quand j'en fais la promotion et l'explication, c'est que j'invite les gens à fermer les yeux et de profiter de cette minute de repos. Bon, vous n'allez peut-être pas fermer les yeux, mais voilà. C'est un des exercices de relaxation que je peux donner quand j'en fais. Un mot. Ah oui. Combien de mètres 1 minute. Ouais, dur. Mon meilleur score, c'est 43 secondes. Donc... Ça va. Top. Un mot, une phrase, une sensation. Image fugitive d'un espoir inaccessible au milieu d'une mer jaune, pieds brûlés, sous le soleil, regard trompé par la fatigue, salé, vision d'aveugle. Voilà. 33, 34, 45, 40 secondes. Quand même. Donc voilà. Donc c'est très très difficile. Et puis donc là aussi, si on coupe, ça donne des phrases différentes. Donc c'est image fugitive, d'un espoir inaccessible.
voilà, donc si on les mélange un peu, enfin si on les coupe différemment, bah, le sens est différent. Donc voilà, et celui-là, je l'ai refait avec les traductions dans 3 langues. Donc vous avez 4 langues. Là. Vous avez la version en français, et à côté, en page en vis-à-vis, vous avez une version anglaise, allemande, espagnole et italienne. Tout a été retraduit d'abord par mes soins et reconfié à des professionnels dans leur langue, soit natifs, soit des étudiants en philologie germanique ou autre. Donc voilà, donc ce sont des mots faciles, entre guillemets, à traduire, tout en essayant de garder cet esprit poétique. Donc ce sont aussi des gens qui sont certes des experts dans la langue, mais aussi des poètes un peu entre eux, parce que sinon, oui, on peut traduire mot à mot, mais c'est pas la même chose, et c'est dur de traduire la poésie. Tout ça nous amène au Mystica, qui est donc un roman mythologique, bon, peu importe le contenu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une langue mythique basée sur le sanskrit, donc qui est une langue que j'ai réinventée de nouveau avec beaucoup de guillemets, où j'ai rajouté une grammaire personnelle, le vocabulaire a été adapté, puisque évidemment les mots en sanskrit ont une orthographe et une prononciation différente, qui est impossible à reproduire en des lettres latines, donc c'est simplifié. Et donc j'ai recréé cette grammaire, et les personnages, et cette langue finalement, et les personnages dans mon roman, les dieux et en tout cas les héros, parlent cette langue entre eux, et on apprend en même temps que les personnages la langue. Donc ceux qui veulent apprendre, dans le premier tome, chaque grande partie, le premier chapitre de chaque grande partie est l'apprentissage de la langue, et il y a un site internet avec un traducteur en ligne, donc on peut vraiment apprendre. Et donc je vous en lirai un passage, il est sur la tablette en deuxième partie, si vous voulez. Eh bien, Ça fait très Tolkien. Oui et non, parce que Tolkien a utilisé un système qui est basé sur... il était prof de langue déjà, hein, voilà, et puis il a utilisé une langue gaélique. C'est la langue elfique en général dont on parle, mais je pense que c'est au-delà de Tolkien ou de toute référence littéraire, c'est une évolution de la langue tout simplement. Moi je suis d'origine indienne mais du sud de l'Inde, donc c'est une langue dravidienne et non pas une langue aryenne dont découle le sanskrit. Quand on parle, enfin là tu connais sans doute aussi, j'ai recommencé il y a des années j'ai appris le wallon. Là, j'ai recommencé à me refaire au wallon, et quand on compare le wallon avec le français, ben, c'est sûr, c'est pas la même langue, mais il y a une incidence. Et donc, c'est la même chose, c'est juste reprendre des choses qui existaient et les remettre un peu au goût du jour. Il faut aimer le wallon, il faut aimer les langues. Moi, j'adore les langues, donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas apprendre, ne serait-ce que l'anglais, et ne serait-ce que tout simplement pour draguer une fille dans un pays étranger, si tu connais pas ou la langue de l'endroit ou l'anglais, tu t'en sors pas. Il n'y a pas que la drague. Il faut bien choisir sa langue. Hein. Ah, les Italiens n'ont pas ce problème, il paraît. Oui, mais parce que, comme tu viens de le faire, voilà. le geste. Voilà, mais moi je te remercie et je te propose de terminer en lisant encore un ou deux poèmes de ton choix, que ce soit dans les variations poétiques ou dans un poème que tu aimes et que tu as envie de lire. Alors des poèmes que j'aime, il y en a beaucoup. Oui, mais enfin... Du coup, choisir, c'est pas évident. Maintenant, il y a un avantage aussi, c'est que donc, dans ces recueils-là, il y a une partie lecture publique, qui sont justement des poèmes qui sont lus en public et que j'aime beaucoup. Maintenant, je ne vais pas vous lire un poème, je vais plutôt vous lire des citations, puisqu'à la fin de chacun, il y a un certain nombre de citations. Alors ceci est mon cadeau d'anniversaire fait par ma meilleure amie qui est religieuse. Donc du coup, elle m'a relié mes 3 premiers recueils en un beau livre. Alors, une citation. Je ne pourrai jamais changer le plomb en or, mais je vais vous faire apprécier le plomb à sa juste valeur. Alors, celle d'avant est une que je cite très souvent, que je regrette parfois profondément, un si peu, qui a été demandée. Donc c'était une soirée cinéma, on était sur la terrasse, on prenait un verre, donc j'expliquais que j'écrivais des textes et de la poésie. Il y a une jeune femme en face de moi qui me met au défi on parlait des insultes. Elle me dit, écris-moi une insulte, mais relevée. Donc du coup, je lui ai dit, ta beauté est tellement intérieure que même le décorateur a préféré changer de métier. Donc voilà, elle m'a jamais pu parler après, mais elle avait demandé. Donc voilà, et... Comme c'est élégant, tu ne sens même pas d'insulte. C'est ça. Et donc, il y a, pour la petite histoire aussi, et pour quand même, je sais que je fais beaucoup d'allusions, de commentaires sur beaucoup de sujets, notamment sur Facebook. Je ne suis pas un féministe, j'adore les femmes, je les respecte,
Et malgré tout ce que l'on pourrait croire, enfin, il y a du deuxième degré, il faut aller au deuxième degré, voire au 10e degré parfois. Mais en général, la plupart de mes poèmes sont écrits pour des femmes, et par envie pour faire plaisir à des femmes. Et celui-ci devait faire le double de volume, parce qu'au début, je me suis dit, je vais mettre tous les poèmes, ou ceux que je préfère, que j'écris pour des femmes en particulier. Le problème, c'est qu'il faisait quasi le double, et je voulais qu'il reste quand même dans les 80 pages. Donc j'ai vraiment réduit à l'essentiel, mais voilà. Et je vais peut-être vous lire, si je le retrouve, Le respect, qui finalement s'y prête bien. Voilà. Donc c'est dans le 3e poétique, page 29, c'est Le respect. Toucher son corps n'est rien, elle ne le donne encore qu'en vain. Mais frôler sa peau me donne des frissons. Connaître ses émotions me permet un écho, un retour à son cœur, qui battrait quelque part pour un peu de bonheur. Je suis son compagnon d'écart. Son compagnon d'écart. Dors, princesse, dors et que nul ne t'agresse, ni mon amour intense, ni mon absence. Voilà. C'est très beau, merci beaucoup. Et nous te remercions. Bien, merci à vous. Et à toi. voilà, donc il y a des livres. Oui. Je passe la parole à notre cher secrétaire Baba. Eh bien, le secrétaire a le plaisir de vous annoncer que vous avez 10 minutes